Et du coup, on va parler de Taïwan, comme vous vous en doutez, la principale actualité en ce moment. Alors, petit rappel des faits, déjà, Taïwan, qu'est-ce que c'est? C'est une île, comme vous le savez, ou pas, mais en tout cas, reprécisons-le au cas où, de 23 millions d'habitants, qui est à peu près grande comme les Pays-Bas. Elle a d'ailleurs été colonisée par les Hollandais au XVIIe siècle, qui se situe au sud-est des côtes chinoises et un peu au nord des Philippines. D'ailleurs, il y a une théorie qui dit que les Philippines auraient été colonisées en partant de Taïwan, mais là, je sors un petit peu du sujet qui peut potentiellement déjà être long. Alors, après le départ des colonisateurs hollandais, la Chine impériale prend possession de l'île, puis lors de la guerre franco-chinoise, la France a bombardé justement cette île qu'on appelait alors Formose. Alors je crois que c'est parce que c'est les navigateurs portugais qui étaient passés au large de l'île, et Formosa ça voulait dire, je sais pas, merveilleuse ou fantastique. Tony me précisera dans les commentaires de la rediffusion si j'ai dit des bêtises. Donc ça s'est appelé Formose assez longtemps, et la France l'a bombardé en août 1884, puis en 1885, l'année suivante, assure son blocus. L'exercice chinois ayant lieu actuellement dans la mer de Chine, justement, simule un blocus. Donc voilà, ça arrive quand il reprogramme la matrice. 10 ans plus tard, la défaite de la Chine face au Japon impérial force la signature du traité de Shimonoseki, et Taïwan passe alors sous contrôle japonais pendant environ un demi-siècle, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où Taïwan, sous demande des Alliés, est restitué à la Chine, devenue la République, mais pas encore populaire, de Chine, dirigée par le Kuomintang et Chiang Kai-shek. Alors là, ensuite, il y a une guerre civile à peu près à cette période, parce qu'il y a eu un front uni d'abord pendant un premier temps, justement pendant la guerre, où les communistes et les nationalistes, parce que c'était une idéologie un petit peu particulière. À la fois ils étaient révolutionnaires, c'est pas exactement le même nationalisme que chez nous, mais c'était un régime qui mêlait confucianisme et fascisme, donc c'était pas forcément très très sympathique non plus. Donc grosse guerre civile qui a envoyé du sale pendant 4 ans environ, et qui avait eu lieu déjà avant le Front Uni, donc en fait si on devait faire le décompte, ça a duré beaucoup plus longtemps que ça. Donc il les a opposés aux communistes menés par Mao, qui va tourner à l'avantage de ces derniers, et le 1er octobre 1949, la République populaire, cette fois de Chine, est proclamée. Alors Chiang Kai-shek se replie alors à Taïwan, qui reste sur l'île, ad vitam du coup, et c'est là que se replie d'une manière générale la République de Chine, qui conserve le drapeau d'ailleurs depuis, qui agit comme un État indépendant, justement, qui a son drapeau, qui a son gouvernement, qui a une armée, et qui perd cependant en 1971 son siège à l'ONU au profit de la Chine, la République populaire de Chine, qui elle ne reconnaîtra jamais l'indépendance de Taïwan et la considère d'ailleurs toujours comme sa 23e province. D'ailleurs, il y a très peu de pays qui reconnaissent aujourd'hui Taïwan comme un pays indépendant officiellement. Il y a une évolution dans le temps, justement, et bien sûr, il faut que je paramètre cet écran. Voilà, j'ai retrouvé la carte. Donc vous voyez en bleu les pays qui reconnaissent en 1949 Taïwan et son indépendance, avec encore plus de pays notamment africains qui le reconnaissent, des pays qui se prononcent pas dans un premier temps, et ensuite les pays qui vont reconnaître en rouge l'existence de la République populaire de Chine, et qui eux vont être de plus en plus nombreux. D'ailleurs, dans le bloc occidental, la France fait partie des premiers. De Gaulle avait fait ça pour un petit peu pour emmerder les Américains aussi, et donc voilà jusqu'à aujourd'hui, où il y a le Paraguay et quelques îles. C'est principalement justement des États insulaires qui depuis, on imagine les raisons, évidemment, c'est des États insulaires qui souvent ont été sous la coupe d'autres pays qui peut-être eux-mêmes ont obtenu leur indépendance, donc ça forge un petit peu des liens. Alors qu'est-ce que ça a été Taïwan après que la République de Chine s'y soit repliée? Ça a été une dictature, ça se prétendait démocratique. J'ai pas très bien compris en quoi, qu'est-ce qu'ils mettaient en avant pour se faire passer pour une démocratie. D'habitude, bon voilà, il y a quelques oripeaux, là rien. Parti unique, loi martiale, massacre des opposants, la terreur blanche. Je vous laisse faire vos recherches à ce sujet et je vous mettrai des liens. Il faudra attendre la succession du fils de Chiang Kai-shek, Chiang Ching-kuo, pour que le pays connaisse une démocratisation qu'il proclame. Alors il avait fait du sale tant qu'il était aux ordres de son père, ceci dit, tant qu'il était son premier ministre, mais bon, il a attendu patiemment sa mort, et puis il s'est dit bon, on va peut-être un peu lâcher du lest. Peu avant sa mort, même un an avant sa mort,
il a mis fin à la loi martiale qui durait quand même depuis presque 40 ans. Hein, donc c'est en 1987 la fin de la loi martiale qui durait depuis 49. Ça fait un petit peu long. De nos jours, le Kuomintang a fini par autoriser d'autres partis. Il existe toujours et il a cédé le pouvoir suite à des élections qu'il a perdues. Bon, il est revenu aux affaires récemment et puis il en est reparti pour des histoires de corruption du parti opposé. Et c'est actuellement Tsai Ing-wen, indépendantiste du Parti démocrate progressiste, qui est la présidente de la République de Chine à Taïwan. Donc le Kuomintang est paradoxalement devenu aujourd'hui partisan d'un rapprochement avec Beijing, Pékin, alors que bon, ils en étaient partis parce qu'ils étaient en guerre contre eux, donc ils étaient quand même un petit peu les plus farouches des opposants. Mais bon, les temps changent. Et c'est la visite du coup récemment, qu'est-ce qui a foutu le bordel? C'est la visite de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, venue soutenir une, je cite, démocratie vibrante, et c'est ça qui a mis un peu le feu aux poudres. Et alors, à ce que j'ai compris, je sais pas si t'en as entendu parler toi Lisandre, mais Biden il n'était pas spécialement pour sa venue d'ailleurs. Donc ça montre que le président n'a pas tous les pouvoirs non plus. Si j'ai bien compris, ça faisait partie d'un accord entre la Chine et les États-Unis qu'il n'y aurait pas de visite qui singularise Taïwan comme un État, mais que s'il y avait une visite, elle devait toujours se faire dans le cadre d'une visite en Chine. Et donc, tu vois, un passage en Chine, puis un petit passage à Taïwan, mais jamais en mode on va aller juste à Taïwan. Parce que ça, ce serait reconnaître que justement Taïwan est un État indépendant. C'est dans le cadre d'une tournée en Asie. Hein. Ceci dit, c'était pas juste pour aller à Taïwan. D'ailleurs, là, actuellement, là, il y a 2 heures, elle a publié des photos de son séjour en Corée du Sud, sur le coup. Donc, c'était vraiment dans toute la région. D'ailleurs, mais en l'occurrence, ce que tu as cité, tu vois, le fait qu'elle dise une démocratie, un État, etc., il n'y a pas censé avoir de reconnaissance de la part des États-Unis de Taïwan en tant qu'État, quoi. C'est sûr. Mais bon, l'Amérique, de toute façon, en la matière, ne parle pas d'une seule voix. Et d'ailleurs, c'était à l'époque de la guerre de Corée qu'il y avait eu, parce que bon, c'était une dictature qui était relativement isolée sur le plan international. Au début, la République de Chine à Taïwan. Et quand il y a eu la guerre en Corée, c'est devenu des alliés des Américains. Et suite à ça, ils ont pu s'industrialiser à bloc parce qu'ils étaient devenus leurs alliés jusqu'à la reconnaissance petit à petit de la République populaire de Chine. Alors, sur Nancy Pelosi, qu'est-ce que j'avais noté? Oui, que sa visite, elle n'était pas prévue et peut-être même pas désirée par Washington. Donc, comme on le disait, la Maison-Blanche a toutefois affirmé lundi que Nancy Pelosi ne pouvait pas tout à fait la désavouer, avait, je cite, le droit de visiter Taïwan. Mais bordel, j'ai le droit! J'imagine, de nouveau une citation, il n'y a pas de raison pour que Pékin fasse de cette crise, qui ne déroge pas à la doctrine américaine de longue date, une forme de crise. Donc le porte-parole de la Maison-Blanche, John Kirby. Le ministère chinois de la Défense a promis, je cite toujours, et j'en avais parlé mardi, des actions militaires ciblées. Donc d'un côté, opération militaire spéciale, ici, action militaire ciblée. On voit une certaine rhétorique s'avancer, qui nous rappelle des pas très bons souvenirs du coup, avec une série de manœuvres militaires autour de l'île, dont le tir à munitions réelles de longue portée dans le détroit de Taïwan qui sépare l'île de la Chine continentale et qui ont commencé aujourd'hui même, justement. C'est pour ça qu'on vous en parle, notamment avec des missiles qui auraient été tirés jusque dans l'espace maritime taïwanais. Alors la présidente de Taïwan... Ce que j'ai lu, c'est que ça avait été tiré vers Taïwan. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire, mais, vers Taïwan. Pas sur l'île, tu vois, mais par contre... c'est ça, pas sur l'île, mais oui. Et puis on y reviendra. C'est comme quand les Coréens tirent vers le Japon, quoi, tirent en mer du Japon pour impressionner, quoi. C'est la Corée du Nord. Évidemment. La présidente de Taïwan, du coup, qui a réagi, qui a affirmé de son côté hier que l'île ne reculerait pas face à la menace de la Chine. Donc j'ai vu sur France 24 d'ailleurs un débat où l'ambassadeur de Chine en France réagissait par rapport à ça, que je vous mettrai en lien, qui m'a servi pour préparer cette chronique. L'armée taïwanaise a confirmé un petit peu les propos de la présidente et affirmé se préparer à la guerre sans chercher la guerre, hein, vous savez très bien, la guerre sans l'aimer, mais la guerre comme nécessité. En tout cas, la guerre, les seuls moments où ça justifie, s'il y avait un moment où ça justifie, c'est quand on t'attaque sur ton propre territoire, quoi. Enfin bref, c'est pas toi qui la veux dans ce cas-là. Mais bon, faut bien réagir. Le porte-parole du ministère de la Défense de l'île avait fustigé la veille un acte irrationnel visant à défier l'ordre international, pour le moins tremblotant en plus actuellement. Et selon lui, ces manœuvres de la Chine empiètent sur les eaux territoriales de Taïwan et pas uniquement sur la zone d'identification obligatoire, qui est une zone un peu plus large autour.
Le Japon et l'Union européenne désapprouvent publiquement les manœuvres chinoises dans la région. Et il faut savoir qu'en cas de conflit, Taïwan a une armée qui est non négligeable, qui est surtout navale et aérienne du fait de sa situation insulaire. Le but c'était qu'on ne puisse pas débarquer sur l'île, donc ils ont toujours un peu négligé l'armée de terre, qui était là juste pour achever au cas où des soldats arrivaient à débarquer sur l'île, s'il en restait. Et si elle était technologiquement supérieure à celle de sa rivale continentale, et qui a dissuadé cette dernière de tenter quelque opération que ce soit, de la reprendre par la force notamment, le vieillissement de leurs équipements et la modernisation de ceux de la République populaire de Chine ont depuis inversé le rapport de force. Ils ont notamment du matériel qui date de la guerre froide globalement, que ce soit au niveau maritime, aérien, au niveau de leurs chars, ils ont même des trucs qui datent des années 50. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Est-ce que tu avais des réactions par rapport à ça? Voilà, j'ai réussi à faire un résumé en 10 minutes. J'espère ne pas avoir passé sous silence des points trop importants, mais comme ça, vous connaîtrez l'essentiel. Kali, si tu as un petit complément ou des choses que tu voulais rajouter, demander ou préciser. Non, j'ai pas grand-chose à rajouter, à part que j'ai l'impression que ça fait longtemps quand même qu'on est sur ces trucs où progressivement de nombreux pays rompent leurs relations avec Taïwan et normalisent leurs relations avec la Chine. Et du coup, que les États-Unis, eux, sont dans une démarche inverse. Donc clairement, ça met le doigt sur des tensions. Il y a beaucoup de rhétorique anti-chinoise aux États-Unis. Alors évidemment que la Chine a des torts dans l'affaire. C'est pas pour défendre les Chinois particulièrement. Je vais pas les défendre. Enfin, ils ont fait aussi des dingueries. Mais il faut bien comprendre le point de vue des Chinois. Enfin, des Chinois, j'entends de l'administration chinoise, du Parti communiste chinois, etc. Je vais prendre une comparaison avec la Corse parce que j'en fais tout le temps. Mais imaginons que, je sais pas moi, les Russes envoie une délégation, Poutine envoie une délégation en Corse et qu'ils aillent serrer la main à tout le monde en Corse en disant « Ah, quel beau pays, c'est magnifique, vraiment, vous avez une nation démocratique et florissante, incroyable. » Et ils s'en vont sans aller en France, ou alors qu'ils mettent sur un plan équivalent Macron et Gilles Simeoni, tu vois, le président de la Corse. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y aurait quelque chose d'assez qui serait mal perçu. Sauf que c'est pas du tout la même chose. Sauf que c'est pas en la même fait, chose, je sais bien. Comme on l'a rappelé, en fait, ils agissent déjà comme un État indépendant depuis un demi-siècle, même plus d'un demi-siècle. Du coup, imagine la Corse, bien sûr, elle avait son propre drapeau, sa propre armée, sa propre administration, son propre président, et ils faisaient leur bail de leur côté depuis 60 ou 70 ans. Est-ce que ce serait si étonnant qu'il y ait un chef d'État qui vienne en Corse serrer la main du président de la Corse? Moi, je disais ça juste pour illustrer la réaction de la Chine, tu vois, qui n'est pas justifiée. Enfin, je ne justifie pas, mais je pense que Macron aurait une réaction similaire, tu vois, en mode vous remettez en question la francité de la Corse, ça n'a pas de sens, vous insultez notre pays, etc., etc. Ouais. Vu que c'est ce qu'il pense profondément, tu vois, c'est ça que je veux dire. Moi, je suis d'accord qu'évidemment, Taïwan a une légitimité à exister en tant que pays, etc. Il n'y a pas de problème. Ouais, enfin, en l'occurrence, justement, c'est pour ça que je faisais le rappel sur Taïwan, c'est que c'est des aborigènes, après c'est les Hollandais, après les Français ils se mêlent du truc, après c'est les Japonais, après c'est relais chinois, mais ça change de gouvernement, et du coup, bah voilà, c'est des choses qui arrivent, comme oui, bah la Corée du Nord, ils considèrent que la Corée du Sud et la Corée du Nord c'est le même pays, mais bon, en fait, en pratique, c'est pas le cas. Oui, il y a toujours une guerre officiellement entre les deux pays. Effectivement. Donc voilà, un gros point sur le sujet. Je vois qu'il y a déjà quelqu'un au standard, mais on va faire tous les sujets. Et vous savez que c'est comme ça qu'on fait pour le couvre-feu. On fait d'abord la revue de presse et ensuite vous pouvez revenir, si vous le souhaitez, sur le point de votre choix ou un point, une information qui n'aurait pas figuré à notre revue de presse. N'hésitez pas. Évidemment, on vous prend d'ici quelques dizaines de minutes.